Lecture du livre de Robin Philpot, Rwanda, crimes, mensonges et étouffement de la vérité. Conclusion. Une commission d'enquête parlementaire s'impose. Un combat des titans s'est déroulé en toile de fond du drame rwandais, opposant les États-Unis et ses alliés fidèles, dont l'Angleterre et le Canada et la France. L'objectif consistait à redessiner la carte politique de l'Afrique centrale et à contrôler militairement et économiquement toute la région. Pour illustrer ce conflit, Boudros Ghali a évoqué Fashoda, lieu symbolique dans le Haut-Nil, l'actuel Soudan, où en 1898, des missions militaires de la France et de la Grande-Bretagne se sont rencontrées dans leur quête pour dominer l'Afrique. La France voulait la dominer d'ouest en est, de Dakar à Djibouti, tandis que l'Angleterre visait l'axe nord-sud, du Caire au Cap. La France a dû reculer devant l'avancée britannique. Ça ne s'est pas passé comme ça à Kigali. Nous avons démontré cette toile de fond expliquait la présence de nombreuses personnalités canadiennes. Roméo Dallaire, Louise Arbour, Raymond Chrétien, Maurice Baril. Washington avait besoin des francophones, mais des francophones francophobes, c'est-à-dire contre la France. C'est connu. On trouve ces genres de francophones à Ottawa, surtout dans l'appareil militaire, judiciaire et diplomatique. Certains Belges affirment qu'on les trouve aussi en Belgique. Sous l'œil bienveillant du monde de l'anglophone, le Front patriotique rwandais a envahi le Rwanda en octobre 1990 et a mené une guerre sans pitié de 1990 à 1994 au vu et au su de tous. Le FPR a signé les accords de paix d'Arusha en août 1993 alors qu'il complotait méticuleusement la prise de la guerre, l'élimination du président d'Abiyarimana par un attentat au missile air-sol et à la prise du pouvoir par une offensive militaire fulgurante. Ces préparatifs étaient connus de la communauté internationale, de Washington en premier lieu. Cette communauté internationale, à part la France, n'est pas intervenue au Rwanda en 1994, non pas par insensibilité, mais parce qu'elle voulait que le FPR prenne le pouvoir de manière décisive. L'application des accords de paix d'Arusha aurait empêché la réalisation de cet objectif. Ce combat des titans explique aussi l'échec de la MNUAR, la mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda, dirigée par le général Dallaire. Tout au long de cette mission de l'ONU, le commandement a soumis quantité de rapports à la direction des opérations de maintien de la paix. Au siège de l'ONU à New York, tous ces documents et autres ont été consignés. Petit à petit, ces documents retracent fidèlement le déroulement des événements, deviennent accessibles grâce à des gens épris de justice et de vérité. J'ai personnellement consulté plus de 1600 documents officiels. De cette mission jusqu'à là, gardée secret, une première analyse permet d'affirmer qu'il y avait une mission dans la mission. La mission publique et officielle était de maintenir la paix en appliquant les accords d'Arusha, mais la mission non déclarée consistait à faciliter la prise du pouvoir par les fronts patriotiques rwandais. Il était impossible d'expliquer notamment d'importantes décisions prises par le commandement avant l'attentat du 6 avril.
Pourquoi la MINUSTAH n'a-t-elle pas empêché le Front patriotique rwandais de déployer son armement lourd jusqu'à Kigali? Pourquoi n'a-t-il pas empêché les FPR d'occuper des positions dans la zone démilitarisée en février et mars 1994? Pourquoi toutes ces largesses permises au FPR alors que le MNUA a totalement menotté et désarmé les forces armées gouvernementales? Pourquoi le MNUA a-t-elle retiré toutes ses troupes de la zone démilitarisée au nord de Kigali au début de mars 1994 alors que leur présence aurait empêché l'armée du FPR d'atteindre Kigali rapidement lors de la reprise de la guerre après l'attentat du 6 avril? Dans un tel contexte, vu l'histoire du Rwanda et de son voisin, le Burundi, les massacres qui ont suivi, quel que soit le qualificatif utilisé pour les décrire, étaient prévisibles et ont été prévus. En revanche, même les plus cyniques en ont sûrement sous-estimé l'ampleur. L'étendue de la destruction et du nombre de morts au Rwanda et au Congo explique aussi l'abondance des mensonges et l'opération d'étouffement de la vérité qui ont cours depuis 1994. Devant l'échec de la mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda, un proche observateur africain qui requiert l'anonymat a déclaré l'échec de la mission au Rwanda est un recul pour la civilisation humaine. Certains États y réfléchiront à deux fois maintenant avant d'accepter une mission des Nations Unies dans leur pays, car ils vont penser qu'il y avait d'autres raisons occultes d'envoyer une telle mission. L'impression demeure qu'une mission de l'ONU risque d'entraîner la mort, beaucoup de morts. La tragédie rwandaise, probablement la plus importante depuis 1945, et ses suites sont mieux documentées aujourd'hui qu'il y a 5 ans même. Heureusement, un tel drame ne s'oublie pas de sitôt, surtout quand tellement de questions demeurent sans réponse, et c'est même si les médias du monde le traitent comme une chose jugée, une affaire classée. Si l'on cherche des gens qui nient des crimes terribles, comme a prétendu le faire la presse dans sa tentative de lynchage, il faudrait commencer par regarder du côté des terribles simplificateurs qui veulent nous empêcher d'examiner la tragédie rwandaise et congolaise de plus près. Les grandes chaînes tiennent à peine compte des preuves irréfutables comme celle du juge Bruguière ou du livre et documents fiables et accessibles qui contestent la version officielle. À titre d'exemple, la salle de nouvelles de Radio-Canada possède des interviews d'auteurs importants du drame allant à l'encontre de la version officielle. Abdul Ruzibiza, Michael Rohigan, Amadou Deme, mais à part l'émission Zone Libre intitulée Le Mystère Corneille, diffusée le 19 avril 2006, les SRC n'en parle pas dans ses reportages. Elle a même participé également à la tentative de lynchage politique menée à la presse en mars 2007. Les mêmes médias n'enquêtent que très rarement sur les mensonges d'État et les opérations d'étouffement de la vérité, comme dans les cas du père Guy Pinard assassiné par les FPR le 2 février 1997, comme dans celui de Kibéo et du Congo. S'il s'agit de décisions éditoriales, c'est inacceptable. S'il s'agit de commandements politiques, c'est condamnable. Le génocide rwandais n'est pas un dossier dans un lointain pays d'Afrique
qui ne nous concerne pas. Le Canada a été un jour et les demeure. Les Québécois et les Canadiens ont joué un rôle significatif dans ces pays depuis 1960 comme coopérants ou missionnaires par une idée financière importante, par la diplomatie et par la présence des militaires, des juristes, des journalistes et autres. Trois missionnaires québécois, le père Guy Pinard et Claude Simard et les frères François Cardinal, ont été assassinés dans des circonstances mystérieuses, mais le Canada n'a rien fait. Hélène Pingsig, une Québécoise mariée à un Rwandais, est morte aussi en 1994 dans des circonstances tout aussi mystérieuses. En comparaison, l'Espagne a suspendu l'aide internationale au Rwanda jusqu'à ce que ces pays fassent la lumière sur l'assassinat des citoyens espagnols, dont des missionnaires morts dans les mêmes circonstances que les prêtres québécois. De plus, le Forum international pour la vérité et la justice dans l'Afrique des Grands Lacs, mis sur pied en Espagne, a mené une vaste enquête sur les crimes commis au Rwanda et au Congo de 1990 à 2004 et a déposé une plainte devant la justice espagnole. Les cas des prêtres québécois sont inclus dans cette plainte. Mais la justice canadienne reste marbre. D'autres pays ont établi des commissions d'enquête sur le rôle et celui de leurs ressortissants chaque fois. Ces commissions ont permis de mieux cerner la vérité, de différencier les accusations sans fondement, la propagande et les explications simplistes des faits vérifiables. Le Sénat belge a tenu une commission d'enquête parlementaire concernant les événements au Rwanda en 1997. En France, l'Assemblée nationale a tenu une mission d'information sur le Rwanda en 1998. Au Canada et au Québec, des accusations monstrueuses sont régulièrement lancées dans les médias au sujet du Rwanda. En 1995, déjà, une émission du Pointe une émission du Pointe une émission du Pointe